Salut à tous les gamers, on se retrouve pour Beastgrave, le sombre guet, qui est la première boîte de faction sortie pour Beastgrave, donc la troisième saison de Warhammer Underworld, sachant que là, ils ont décidé de les sortir en fait une par une. Donc au final, je trouve que c'est pas plus mal, parce que c'est vrai que quand il y en avait deux qui sortaient d'un coup, souvent, il y avait un choix à faire, on pouvait pas se consacrer à vraiment les deux bandes en même temps. Là, le fait d'en sortir qu'une par une, je pense que c'est plutôt une bonne chose, voilà. Donc encore une fois, si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce up, ça m'aide vraiment à avancer. Merci à vous tous. Bon, comme d'habitude, je vous fais rapidement le tour de la boîte. Alors, moi, j'aime bien toujours ce nouveau système, parce que, enfin, ce nouveau système, attends, ça commence à faire quelques années que c'est comme ça, mais la présentation qui est vraiment très claire, je trouve, qui fait envie. Et puis, voilà, sur le côté, si c'est rangé comme ça, vous avez quand même le logo de l'armée, ça se voit bien. On voit toutes les figurines directement, on en voit une peinte, échelle réelle, un petit peu les cartes, et on y va. Alors les figurines, bien sûr, j'ai pas encore eu le temps de les monter puisque je viens juste de récupérer la boîte. Donc au niveau du plastique, on a une teinte qui est assez verdâtre, j'ai envie de dire, assez du Nurgle. Alors c'est presque un petit peu du... ça part vers du vert d'eau, un petit peu. Donc voilà. Alors après, je vais aller assez vite sur les figurines parce qu'au final, je me dis que si elles sont pas montées, c'est pas forcément très intéressant de regarder des grappes. Et puis surtout, vous avez les sites de Games Workshop si vous voulez les chercher un petit peu plus loin. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les cartes et que j'ai pas mal de choses à dire sur les cartes, donc du coup on va plutôt aller directement là-dessus. Donc je montre quand même la petite notice de montage parce que je sais que ça peut toujours servir si un jour vous voulez monter les figues et que du coup vous perdez cette notice, et bien là comme ça. Puis il y a moyen aussi de voir un petit peu comment se montent les figurines. Voilà, ça par contre ça peut être un peu utile. Alors on a le retour des cartes de fluff, ce qu'on n'avait pas dans les deux premières versions, donc je vais vous le lire rapidement. Les ghouls de Flesh Eater Crew ont l'illusion que, loin d'être d'immondes nécrophages, elles sont en réalité de nobles chevaliers ou de vaillants hommes d'armes. C'est ainsi que le sombre guet chevauche à la suite du monstre dégénéré qu'il perçoit comme étant l'héroïque duc de Krakmarrow. Originaire d'un royaume dévasté loin au nord, le sombre guet s'est lancé dans une quête visant à tuer la créature abjecte qui, pense-t-il, se terre au fond de Beastgrave, car il ne peut tolérer que cette chose menace les paysans qu'il protège, ainsi que leurs récoltes. Ces ghouls arpentent donc inlassablement les tunnels de Beastgrave à la recherche de leur proie. Et ça, c'est un fluff que je trouve vraiment assez fun, parce que du coup, on est sur des ghouls, ce qui est vraiment dans l'imagerie, vraiment un petit peu la dégénérescence. Et en fait, eux se voient comme des nobles chevaliers qui, justement, viennent sauver la veuve et l'orphelin. Donc je voulais le mettre un petit peu en avant parce que je trouve que ce fluff est vraiment très sympa. Alors maintenant on va regarder un petit peu les personnages en eux-mêmes. Donc le duc de Krakmarrow, alors 2 de portée, ça c'est pas mal, ça permet de le protéger un petit peu. 2 marteaux, 2 dommages, c'est pas mal. Il bouge à 4, après une petite esquive mais quand même 4 points de vie. Alors qu'est-ce qu'il a comme capacité? Il a l'appel des ghouls, c'est une action, donc on place un pion d'évasion sur n'importe quelle case et on jette un dé d'attaque pour déterminer une direction. Placer une crypte ghoul, donc c'est pas n'importe quel combattant, on verra que tous n'ont pas le trait crypte ghoul, a mis hors de combat sur la case vide la plus éloignée du pion d'évasion selon cette direction. Ça veut dire que quand vous avez, imaginons le terrain, c'est cette carte-là, si vous placez le jeton déviation ici orienté par là et que vous faites une déviation, on va dire, vers le milieu, du coup vous allez vous placer sur la case la plus éloignée, donc tout à fait à l'opposé. Après, rien ne vous empêche bien sûr de placer votre hexagone de déviation retourné, pour ainsi dire, comme ça du coup il n'y aura qu'une seule possibilité. D'ailleurs je ne sais pas ce qui se passe si on place vraiment contre un bord et que du coup la déviation fait qu'il n'y a pas de case en fait. Donc ça je ne sais pas vraiment comment ça va être géré. Après on va dire qu'on va être malin et puis qu'on va toujours laisser au moins une case de chaque côté. Alors ensuite, autre capacité, lever au début de la phase d'action, donc c'est automatique. Ce combattant effectue l'action appel des ghouls et ce n'est pas une activation. Donc bien sûr, tour 1, ça ne servira à rien. Par contre, tour 2 et tour 3, tant qu'il est en vie, vous allez gratuitement pouvoir faire revenir comme ça une ghoul. Alors, leur capacité d'exaltation. Il y a au moins 2 combattants ennemis. Il y a moins de 2 combattants ennemis sur votre territoire à la fin de la phase d'action. Voilà. Donc, ça va dépendre des bandes contre qui vous jouez. Ça peut être très compliqué comme ça peut être très simple. Donc, difficile à analyser parce que là, vraiment, ça va dépendre du match-up. Donc, bien sûr, vous allez avoir envie d'aller vers l'adversaire et de le laisser, d'essayer de le contraindre à rester un petit peu chez lui, mais ça peut être compliqué si vous avez justement des bandes qui vont venir vous voir.
Alors, une fois exalté, notre ami, alors il gagne du coup un 3e dommage, il gagne un mouvement en plus, une esquive en plus, ce qui est plutôt pas mal, et il gagne en fait les mêmes compétences, avec l'option fracassante en plus. Donc voilà, c'est une exaltation qui est assez sympathique. Alors, les faucons du duc. J'aime bien aussi parce que oui, vous avez des chauves-souris vampires et il appelle ça les nobles faucons. Donc j'aime bien cette thématique, je ne sais pas pourquoi ça me plaît bien. Alors, 1, 3, 1, voilà. Donc toujours pareil, hein, même condition d'exaltation. Ça bouge à 5, 1 d'esquive et 3 points de vie. 3 points de vie, c'est quand même pas mal. Ça peut survivre justement à une petite attaque. Alors, ce combattant compte les cases fatales comme des cases normales et peut se déplacer à travers les cases occupées, mais il ne peut pas terminer son mouvement sur une case occupée. Ce combattant ne peut pas recevoir d'amélioration d'attaque et ne peut pas tenir d'objectif. Voilà. Ça, c'est ce qui est assez classique avec tout ce qui est bestiole. Hein, c'est toujours un petit peu la même chose. Et puis avec ce qui vole. Voilà. Donc ça, c'est rien d'extraordinaire. Une fois exalté, donc capacité inévitable, ça en fait c'est le pendant de fracassant, c'est-à-dire que vous allez enlever la capacité de faire des esquives. Il va gagner 1 de mouvement, donc 6, là ça commence à vraiment être pas mal. C'est dommage qu'il ne puisse pas aller sur les objectifs, parce que là il y aurait vraiment eu moyen d'aller capturer des objectifs un petit peu cachés chez l'adversaire. 2 d'esquive, ce qui est pas mal, et puis toujours voilà 3D. 3D c'est sympa parce que vous avez une chance sur 2 de faire un critique, voilà, en plus c'est inévitable, ça peut vous mettre le petit point de vie qui vous manque. Alors, Gristowell, joueur d'épée. Donc lui, il est ni chasseur, ni crypte-ghoul, d'accord? Donc on ne peut pas le faire revenir, et il ne va pas bénéficier des compétences avec le mot-clé chasseur. Donc, une attaque à distance 1, 2 pour 3 dommages, ça c'est pas mal, parce que directement 3 dommages comme ça, je trouve ça assez fort. Donc il bouge à 4, la petite esquive à 1, et les 3 points de vie, voilà. Alors je ne lis pas le fluff, mais si vous avez le temps, vous faites pause sur la vidéo, là aussi c'est assez rigolo. Encore une fois, vous aurez compris que j'aime bien le fluff des crypte-ghouls. Alors, là par contre c'est pas mal, parce que du coup, il va lancer 3D et causer 3 dommages en bougeant à 5, donc il y a moyen de faire des belles petites charges. Donc un combattant, alors c'est dommage parce qu'évidemment, je pense que l'adversaire, si vous jouez contre les crypte-ghouls, enfin contre le sombre guet, ça va être vraiment le combattant ciblé en premier, mais voilà, c'est lui qui peut causer un petit peu comme ça les dommages. Alors ensuite on a Maître Talon, donc crypte-ghoul et chasseur, donc lui par contre va pouvoir revenir en fait à chaque début de phase d'action. Donc 1, 2, 1, bon voilà, très faible, 2 points de vie, 1 d'esquive, 4 de mouvement quand même, et une fois exalté, 1, 3, 1 avec le 5 de mouvement. Voilà. Par contre, il gagne une petite réaction, et ça c'est pas mal. Alors, après une action où un combattant ennemi adjacent est mis hors de combat, placez un marqueur festin sur cette carte. Ce combattant a plus une blessure pour chaque marqueur festin sur cette carte. Donc ça veut dire que s'il est à côté de personnages qui décèdent, et ben du coup, lui va gagner en fait des blessures, donc du coup, va gagner un petit peu plus de résistance. Retirez ces marqueurs, ce combattant est mis hors de combat. Oui, parce qu'en fait, comme c'est une crypte-ghoul, vous pourriez le faire revenir. Et si vous le faisiez revenir avec les marqueurs, et ben du coup, en fait, il deviendra de plus en plus fort. Donc bien sûr, ils vont revenir exaltés, hein, s'ils ont été exaltés. Donc heureusement, il y a cette petite règle-là pour éviter l'effet snowball un petit peu. Alors là aussi, crypte-ghoul et chasseur. Donc 1, 2, 1, voilà. 4, 1, 2, c'est très classique. Et une fois exalté, donc 1, 3, 1, et là aussi, vous avez une petite capacité. Je trouve ça intéressant qu'ils rajoutent en fait des petites capacités lors de l'exaltation, parce que c'est vrai que au bout d'un moment, ça devient compliqué de trouver des stats qui changent un petit peu, parce que, en fait, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 critères au final, peut-être 8 si on rajoute un mot-clé, si on rajoute le nombre de factions qui sont déjà parues, on a vite fait d'être dans de la redondance. Donc le fait de rajouter comme ça des petits effets, je pense que c'est une bonne voie justement pour garder un petit peu de diversité dans le jeu. Alors moins 1 dé aux actions d'attaque des combattants ennemis adjacents. Donc même si lui n'est pas directement impliqué dans le combat, il va quand même enlever un dé. Et ça c'est pas mal parce qu'on verrait après dans les cartes qu'il y a moyen de les faire appliquer. Donc c'est plutôt cool. Le Célérier Royal. Donc là c'est pareil, 1, 2, 1, 4, 1, 2, voilà, toutes les petites crypte-ghouls. Inévitable avec 4 dés. 4 dés naturels, c'est assez fort au final, parce que là encore une fois, il y a le critique toujours, faut pas l'oublier, et le critique avec inévitable, ça peut vraiment créer des dommages. Alors après, bien sûr, il va mettre que 1, mais il y a toujours moyen de l'équiper, sachant que les équipements, bien sûr, vont rester sur la carte, donc si vous le faites revenir, il va garder, bien sûr, ses équipements. Alors, 5 de mouvement, 1 et 2, voilà. Tac, et on termine avec Valric, la veneuse, avec son petit couteau, là qui est pas mal, elle est pas mal celle-ci aussi, alors c'est dommage, on peut pas non plus la faire revenir, mais elle frappe à 2 pour 2 directement, pas mal de mouvements, 3, voilà, c'est pas mal. Après, c'est une bande assez nombreuse, donc on peut pas non plus leur demander beaucoup. Je trouve que déjà les capacités sont pas mal, et là, une fois exalté,
1, 3, 2, ça me paraît vraiment très bien. 5 de mouvement, 2 d'esquive naturelle et puis les 3 blessures. Voilà. Donc là, c'est malheureusement impossible de la faire revenir. Donc c'est pareil, il y a 2 combattants comme ça, je pense qu'il va falloir cibler. Et puis voilà. Alors on va commencer avec les cartes justement spécifiques au sombre guet. Et puis je vais commencer aussi par les cartes qui permettent de marquer des points de pouvoir, parce que les cartes d'objectif, parce que de toute façon, c'est ce qui peut orienter vraiment le style de jeu. Et le style de jeu, on va le voir vraiment avec ces cartes-là. Et puis après, un petit peu aussi le style dans les cartes qui leur sont réservées. Mais vous allez voir que ça oriente un petit peu quand même le jeu. Alors, arc de bravoure, instantané. Marquez ceci immédiatement quand un combattant ami avec un ou plusieurs combattants en soutien met hors de combat un combattant ennemi avec une action d'attaque. Tout simplement, si vous êtes à 2 et que, enfin, si vous avez tout simplement quelqu'un à côté de vous quand vous détruisez une figurine ennemie, pouf, en instantané, vous allez gagner un petit point en plus. Et comme c'est une carte instantanée, je trouve ça vraiment très très bien. Et si vous orientez, et je pense qu'on va orienter le jeu des sombres guets vers un petit peu l'agression, je pense que c'est une très bonne carte à mettre. Alors, abattoir, hybride, donc ça veut dire qu'il y a les deux possibilités. Donc marquez ceci à la 3e phase de fin, donc là c'est un petit peu contraignant parce que c'est que la 3e phase de fin. Si tous les combattants ennemis survivants sont en territoire ennemi, ça veut dire que tous vos personnages sont chez l'adversaire et pas en zone neutre, ni chez vous. Donc ça peut être fait, et ça peut être même réalisé si vous avez qu'une seule figurine, donc voilà. Ou il n'y a pas de combattant ennemi sur votre territoire. Donc ça peut être fait si bien sûr vous avez rasé l'adversaire, ou s'il en reste qu'un, ou vous avez réussi à le repousser en territoire neutre. Donc c'est une carte qui est un petit peu dommage parce qu'il n'y a qu'un seul moment où on peut la jouer. Donc c'est une carte qui va vous pourrir entre guillemets un petit peu la main si vous la piochez au début, c'est plutôt une mauvaise pioche. Par contre après, il y a quand même 2 capacités pour marquer quand même 2 points de victoire. C'est plutôt pas mal. Donc je pense que c'est une carte qui peut se considérer pour être jouée directement. Après, il ne faut pas oublier aussi que si vous jouez en Beastgrave, vous avez toutes les cartes neutres de la première saison qui ont disparu. Et donc, de ce fait, vous êtes bien obligé de jouer des cartes un petit peu moins fortes. Donc, c'est assez intéressant de faire changer le méta, comme ça. Et puis, je pense que dans les débuts, c'est une carte qu'on va jouer, tout simplement. Alors, Écho Conquérant, marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient un ou plusieurs objectifs en territoire ennemi. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce qu'il n'y a pas un numéro précis. Comme vous allez de toute façon aller chez l'adversaire, je pense que le style de jeu vraiment qui semble se dégager sur le sombre guet, c'est ça. C'est vous faites un petit peu des objectifs, mais pas en jouant les cartes d'objectifs, en jouant d'autres cartes d'objectifs comme celle-ci, c'est-à-dire pas avec les numéros, mais vraiment sur d'autres capacités. On verra que les ghouls, ils ont vraiment cette capacité-là de jouer sur différentes capacités. Et puis, vous jouez aussi un petit peu mise à mat de l'adversaire, et puis voilà. Donc ça, une bonne carte aussi, je pense, à jouer. Carte instantanée, on aime ça. Marquez ceci immédiatement quand un combattant ennemi est mis hors de combat sur votre territoire. Voilà. Donc, comme on l'a vu, la condition d'exaltation des ghouls, c'est justement qu'il n'y ait personne en fait dans votre territoire, donc l'adversaire, comme il n'a pas envie que toute la bande s'exalte d'un coup, c'est aussi ça un petit peu le côté positif, le côté jackpot, c'est que si vous arrivez à en exalter un, c'est que tout le monde est exalté. Et donc du coup, il va venir chez vous. Et comme il vient chez vous, vous allez pouvoir justement... Après, en fait, on peut aussi imaginer qu'il va justement mettre des petites pastilles comme ça, des petits persos, qui peut se sacrifier en disant, bon, c'est pas très grave, c'est juste pour l'embêter. Et puis vous, comme ça, après, vous réactivez, et puis en instantané, comme ça, vous marquez un point pour le chaos, puis un deuxième point pour cette carte-là. C'est une carte instantanée, elle se recycle directement. Donc je pense que c'est une très bonne carte avec le style de jeu du sombre guet. Alors, meute de ghoul, là aussi instantané, encore une fois, on adore ça. Marquez ceci immédiatement après une activation si au moins 3 combattants amis sont adjacents au même combattant ami. Je trouve que c'est une très très bonne carte parce que vous avez un style de jeu où vous allez essayer justement de vous grouper pour profiter des soutiens, pour profiter des cartes qui donnent des bonus. Donc, comme c'est directement instantané, vous allez pouvoir le faire avec une petite poussette ou quoi que ce soit. Donc, très bonne carte, voilà, tout simplement. La gloire de la cour. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 combattants amis survivants sont exaltés. Donc ça, pourquoi pas? Je pense que c'est une carte un peu tier 2, c'est-à-dire, c'est pas forcément celle qu'on va mettre forcément à chaque fois, mais quand on sait pas trop quoi mettre, elle est quand même sympathique parce que, au final, c'est... après, il faut que vous ayez 3 combattants survivants, mais comme vous avez la capacité, justement, du duc de pouvoir faire revenir des personnages, bon, pourquoi pas. Je pense pas que ce soit une carte qui survive peut-être sur le long terme, parce que c'est vraiment trop dépendant du match-up.
match-up, si l'adversaire n'est pas consentant, ça va être très compliqué de vous exalter. Donc, et puis 3 combattants, c'est un petit peu beaucoup. Ensuite, pour le roi instantané, marquez ceci immédiatement après une activation si votre bande tient au moins 3 objectifs pour 2 points. Ça, franchement, c'est une de mes cartes préférées parce que bien évidemment, c'est de l'instantané, ça vous donne 2 pastilles en instantané et puis 3 objectifs, ça peut se faire parce que vous êtes une bande assez mobile, vous pouvez aller justement les chercher et puis il n'y a pas besoin d'attendre que ce soit la fin du tour, hein, contrairement à une domination donc, ou une suprématie. Donc voilà, je pense que c'est une très très bonne carte et que je jouerai directement. Stratégie incompréhensible. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient plus d'objectifs que toute autre bande ennemie. Donc ça peut être intéressant justement si l'adversaire va pas jouer sur les objectifs et puis vous faites une petite charge, vous jouez un petit peu comme ça sur les objectifs. Là encore une fois c'est pas mal parce que on vous demande pas d'en tenir un en particulier mais on vous dit plus que l'adversaire. Si l'adversaire est pas dessus, si les objectifs sont de votre côté ou voilà, si lui va jouer autre chose, il y a moyen que avec juste un objectif vous puissiez marquer cette carte là. Voilà. Ensuite, triomphe mordant. Marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué au moins 5 cartes d'objectifs instantanés à cette partie. Et on a vu déjà qu'il y a pas mal de cartes instantanées qui sont réservées justement au sombre guet, donc je pense que c'est une carte qui peut être intéressante. Après, voilà, ça aussi, il faut la piocher un petit peu tard. Si vous avez une main horrible avec celle-ci, puis l'autre qu'on a vu où on gagnait des points à la fin du 3e tour, c'est compliqué, c'est des cartes qui vont être mortes, donc après en jouer une ou deux, pourquoi pas. Celle-ci, je pense qu'elle peut être jouée peut-être même encore plus facilement que l'autre. Des bouches à nourrir. Marquez ceci à une phase de fin s'il y a moins de combattants ennemis survivants que de combattants ennemis hors de combat. Donc pour 2 points de victoire à n'importe quelle phase de fin, pas forcément la 3e, c'est plutôt pas mal parce que dès que vous avez une bande qui est impaire, imaginons 3, à partir du moment où vous avez tué 2 personnages, bon bah du coup ça va passer. S'ils sont 4, alors le problème, c'est qu'en cas d'égalité, il faut aller au-dessus. C'est le seuil supérieur, donc s'ils sont 4, c'est un petit peu embêtant. 5, il faut en tuer 3, ainsi de suite. Je pense que ça peut être fait. Là aussi, ça va dépendre un petit peu du match-up, mais vous avez pas trop de restrictions sur le moment où c'est marqué, et aussi quand même 2 points de victoire. Donc ça peut être plus facile à réaliser, surtout si vous avez en fait des bandes nombreuses, et c'est ce qu'on voit aussi un petit peu avec Bisgrave. Il y a pas mal de bandes assez nombreuses, où justement c'est assez facile de gagner comme ça des petits points de victoire, et d'en tuer un peu plusieurs. Alors, folie contagieuse, là aussi encore une carte instantanée, vous voyez, ça combote bien avec le reste. Marquez ceci immédiatement lorsque vous jouez votre 3e ou ultérieure carte de manœuvre lors d'un même round. Et ça, c'est facile à faire. Honnêtement, jouer 3 cartes dans un round, si vous ne réussissez pas, c'est que votre deck il n'est pas optimisé, qu'il ne tourne pas trop. Donc ça, franchement, en plus en instantané, ouais, pour moi c'est auto-include aussi. Alors, démence inconstante. Là aussi, encore une fois, instantané, vous avez vu, là on est très très bien. Donc marquez ceci immédiatement après une activation si votre bande tient l'objectif ayant le même numéro que le round actuel. Donc soit le 1, soit le 2, soit le 3. Ce qui est intéressant avec cette carte-là, c'est que des fois, imaginons l'objectif 1, imaginons ça dit l'objectif 1, capture l'objectif 1. Et il est complètement dans le territoire de l'adversaire, les plateaux sont mis genre en profondeur, vous savez que vous ne pourrez pas y arriver, c'est une carte que vous allez défausser. Celle-ci, comme du coup ça va changer, eh bien ça peut être sympa même si vous la piochez tour 1 parce que du coup vous avez la possibilité de le faire tour 1. Si vraiment c'est trop compliqué, on peut la garder en se disant bah oui tour 2 l'objectif par contre c'est celui qui est de mon côté donc je vais pouvoir la marquer. Donc très polyvalente, moi j'aime beaucoup. Puis c'est encore une fois en instantané. Vous voyez, c'est dès que vous tenez un objectif, donc vous pouvez faire une charge avec une petite goule, un petit pimpin et puis tout de suite vous allez marquer cet objectif là. Donc vraiment très bonne carte. Alors, maintenant, on va passer aux cartes de manœuvre. Donc, visage affreux. Choisissez un combattant ami et un combattant ennemi adjacent. Poussez ce combattant ennemi de jusqu'à 2 cases en l'éloignant du combattant ami choisi. Bon, très simplement, c'est vous faites une charge et puis après, vous pouvez aller rebondir comme ça sur un petit objectif qui est sur le côté et puis obliger l'adversaire à soit dépenser une action de mouvement, soit faire une charge pour justement venir vous rendre la menée de votre pièce. Discipline martiale, donc c'est une réaction. Après l'action de mouvement d'un combattant ami, dans le cadre d'une action de charge, choisissez un autre combattant ami qui effectue alors une action de mouvement. Il doit terminer cette action de mouvement adjacent au combattant effectuant l'action de charge. Vous voyez, ça va très bien comboter avec justement toutes les cartes, avec le personnage qui donne moins 1 dé, avec le personnage qui va gagner un bonus si votre attaque passe, avec le fait que du coup vous scorez une carte si vous avez des combattants à côté. Et puis là, plus comme c'est une bande qui est assez nombreuse, la difficulté ça peut être justement de les faire bouger. Là, il y a vraiment moyen de, comme il bouge en général à 4 voire 5, il y a vraiment moyen d'aller contourner, reprendre un objectif, etc. Donc voilà, aussi une très bonne carte. Marche forcée, réaction, jouer ceci après l'action de mouvement d'un combattant ami, sauf dans le cas d'une super action, c'est-à-dire ça ne marche pas avec une charge. Ce combattant effectue alors une action de mouvement.
Ça, c'est vraiment pour foncer. Là, encore une fois, je l'avais déjà dit, je suis pas forcément fan des cartes qui exacerbent une de vos forces. Enfin, si vous êtes déjà très mobile, jouez des cartes qui vous rendent encore plus mobile, parce que là, ça fait des mouvements à 10. Bon, ça peut créer la surprise, mais je sais pas. Je sais pas. Ça va dépendre de votre style. Est-ce que vous voulez vraiment assurer le coup? Donc oui. Et si vous préférez plutôt que les cartes compensent vos faiblesses, bah là, par contre, non. Spectacle horrible. Réaction, jouez ceci au cours d'une action d'attaque ou d'une manœuvre qui a infligé assez de dégâts à un combattant ennemi pour le mettre hors de combat, mais avant de le retirer du champ de bataille. Tous les combattants amis adjacents à ce combattant deviennent exaltés. Et c'est là où du coup ça peut comboter, parce que si l'adversaire il va vous empêcher, il va vraiment mettre beaucoup de monde dans votre terrain, vous n'allez pas pouvoir vous exalter, ça peut être compliqué. Et bien du coup avec cette petite carte là, si ça a comboté et si du coup vous avez vraiment fait des attaques groupées, et bien voilà, votre bande, enfin une partie de vos personnages sont exaltés, donc voilà, une carte qui est assez intéressante à jouer. En avant soldat, choisissez une ou plusieurs crypto-ghouls, donc là attention, c'est pas tout le monde, amis, et poussez chaque combattant choisi de jusqu'à 2 cases. Donc très bien, mais un petit peu moins polyvalent, parce que ça n'a pas marché avec le duc, ça n'a pas marché avec les 2 gros combattants, donc bon, pourquoi pas, ça peut être joué quand même, justement, pour ramener en fait les petits personnages. Recyclage de richesse, donc prenez toutes les cartes de votre défausse de pouvoir ayant le symbole de bande du sombre guet. Mélangez les faces cachées, puis ajoutez à votre main la carte du dessus, replacez les autres cartes dans votre défausse de pouvoir. Donc, c'est une carte pour récupérer une autre carte, mais un petit peu au hasard. Donc, bien sûr, si vous la jouez alors qu'il n'y a qu'une seule carte du sombre guet, bah, vous êtes sûr de la carte que vous allez récupérer. Maintenant, s'il y en a plusieurs, c'est un petit peu hasardeux, c'est un petit peu, je sais pas trop quoi en penser, faut l'avoir en pratique, mais pour l'instant, je suis pas très emballé. Alors, griffe avide, choisissez un combattant ennemi ayant au moins une amélioration et étant adjacent à au moins un combattant ami. Le joueur du combattant ennemi choisi désigne une de ses améliorations et la défausse. Donc ça veut dire que c'est pas vous qui allez choisir, mais c'est le possesseur en fait de la figurine qui va dire quel équipement il perd, mais s'il a qu'un seul équipement, et ben voilà, c'est tout bénef pour vous. Donc une très bonne carte, je pense ça par contre c'est carte tier 1, faut la jouer, je pense que c'est une très bonne carte à jouer. Impact destructeur, jouez ceci après l'action d'attaque d'un combattant ami. Si ce dernier a au moins une amélioration, désignez-en une, ainsi qu'une amélioration de sa cible, et les 2 cartes sont défaussées. Donc là, la différence, c'est que vous allez perdre aussi un de vos équipements, mais par contre, vous allez choisir l'équipement à perdre chez l'adversaire. Donc, honnêtement, entre les deux, si j'avais à choisir, je préférerais plutôt jouer celle-ci, parce qu'on peut la jouer au bon moment, dès que le gars vient de s'équiper, avant qu'il fasse trop de combos. Si en plus vous savez qu'il y a un combo sur un personnage avec beaucoup d'équipements, bah, vous allez directement la jouer. Après, évidemment, si vous jouez souvent contre un ami qui va jouer, je sais pas, les grimoires Katofran, tout ça, vous pouvez dire, bah tiens, on va jouer les 2 cartes, ça peut être un bon contre. Alors, la puanteur de la victoire, réaction, jouez ceci au cours de l'action d'attaque réussie d'un combattant ami avant d'infliger les dégâts. Choisissez un autre combattant ami et poussez-le de jusqu'à 3 cases afin qu'il soit adjacent à la cible. Donc, il n'y a pas besoin de tuer l'adversaire, il y a juste besoin que l'action d'attaque soit réussie. Donc voilà. Après, on retrouve encore une fois le combo avec le déplacement. 3 cases, le personnage peut avoir déjà été activé, il va quand même gagner des bonus, etc. Donc c'est encore une fois, c'est une bonne carte même de protection, parce que du coup vous allez avoir les soutiens défensifs. Si vous amenez encore une fois celui qui donne moins 1 dé, du coup l'adversaire va être moins efficace. Donc ouais, sur le mouvement, je pense qu'il y a vraiment des petites farces à faire. Appel strident, donc là par contre c'est réservé à Crackmarrow. Un Crackmarrow ami effectue l'action appel des ghouls. Donc bon, pourquoi pas, ça peut être sympathique au premier tour, ça vous fait une ghoul qui revient en plus, à voir. Après, il faut se dire aussi que toutes les ghouls qui reviennent, c'est des points de victoire potentiels facilement donnés aussi à l'adversaire. Je trouve ça un petit peu le pendant des armées qui reviennent à la vie. Alors, on part sur les cartes d'amélioration, donc aura de commandement, là aussi c'est réservé à Crackmarrow. Choisissez 2 autres combattants amis, vous ne pouvez pas choisir un combattant avec un pion mouvement ou charge, et chaque combattant choisi effectue une action de mouvement. Voilà. On retrouve un petit peu ce qu'on avait naturellement chez les fantômes, voilà, pourquoi pas. Il n'y a pas de restriction, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des crypto-ghouls, on est juste sur un autre que Crackmarrow, donc on peut envoyer ces 2 gros lieutenants. C'est pas mal. S'attaquer aux faibles, donc là c'est réservé aux faucons. Après une activation, poussez ce combattant d'une case vers un combattant ennemi ayant au moins un pion blessure. C'est-à-dire qu'il va tout le temps plus ou moins bouger sans que vous ayez besoin de dépenser de points d'action. Après c'est que d'une case, c'est que pour un combattant particulier, honnêtement, si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez la jouer. Après je pense que c'est une carte qui
on peut se passer de la jouer. Alors, affre de la folie. Réaction après l'action de mouvement de ce combattant, s'il tient un objectif, placez un marqueur folie sur cette carte. Donc les marqueurs, vous savez, c'est quand vous retournez aussi les petits pions, hein, c'est les petits pions bleus. Tant qu'il y a au moins un marqueur folie sur cette carte, ce combattant ne peut pas être poussé. Et retirez tous les marqueurs folie de cette carte quand ce combattant effectue une action de mouvement. Donc ça, c'est vraiment pour tenir un objectif. Pourquoi pas? Après, en amélioration... je sais pas, je suis moyennement convaincu, mais ça peut être joué. Vision héroïque, plus 1 dé aux actions d'attaque de portée 1 et 2 de ce combattant, c'est pour tout le monde, très très bien, très bonne carte. Ensuite, flair du chasseur, donc réservé à Valrek. Chaque combattant ennemi est une proie. Donc ça, par contre, c'est sympathique parce que ça veut dire que ça va marcher sur l'ensemble de la bande adverse. Donc si justement... Alors, je pense que c'est une carte qui, pour l'instant, va être moyenne, mais qui, avec toute la suite des cartes qui vont sortir sur Beastgrave, va peut-être se transformer en carte vraiment très 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 importante. Parce qu'à partir du moment où vous avez encore Valrek qui a envie qu'il ait cette amélioration-là, eh bien, tous les autres combattants sont des proies. Donc il n'y a pas besoin de faire des petits tricks pour rendre proie et après, justement, profiter des bonus qu'on peut avoir contre les proies. Et après, vous avez aussi un dé aux actions d'attaque de ce combattant qui cible une proie. Donc voilà, en plus un petit bonus. Donc pour l'instant, je pense que c'est assez moyen, parce que c'est réservé à un personnage, donc le plus un dé, c'est moyen. Et le fait de devenir proie, il n'y a pas encore beaucoup de cartes avec des interactions. Par contre, après, une fois qu'il y aura beaucoup de cartes, je pense qu'on va pouvoir baser en fait un petit peu son style de jeu dessus. Donc en fin de saison de Beastgrave, je pense que ça va être une très bonne carte. Illusion inaltérable. Si vous devez infliger à ce combattant plus de 2 dégâts à cause d'une action d'attaque ou d'une manœuvre, infligez-lui 2 dégâts à la place. Ces dégâts ne peuvent pas être modifiés. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il vaut mieux ça ou celle qui réduit de 1 les dommages? Là aussi, ça dépend en fait contre qui vous jouez. Ça peut éviter, ça va éviter carrément de vous faire one shot. Alors bien sûr, il faut que ce soit sur un personnage à 3 points de vie ou 4. Voilà, je sais pas. J'avoue que je sais pas trop. Donc donnez-moi en commentaire votre avis. Est-ce qu'il vaut mieux réduire de 1 ou alors limiter à 2? Bon. Lieutenant Ghoul, donc là c'est réservé à Gristowell. Après l'action de mouvement d'un Krakmao ami, si ce combattant n'a pas de pion charge au mouvement, il effectue une action de mouvement qui doit terminer adjacent à un Croque-Moro ami. Voilà. Donc après c'est un peu limité parce que c'est toujours une amélioration pour un seul personnage. Moi j'aime pas trop ça. Ça, c'est une très bonne carte. Arme improvisée. Lorsque vous donnez cette amélioration à un combattant ami, depuis votre main, infligez un dégât à un combattant ennemi adjacent. Donc directement, quand vous la jouez, si vous êtes à côté de quelqu'un, vous mettez une blessure. Très fort. Alors bien sûr, ça concerne un point de victoire. Et puis après, vous avez une attaque qui est pas trop moche, hein, parce que du coup, 3D pour 2 dommages. Vous voyez, en fait, vous avez démembré le perso, donc du coup, vous le tapez avec son propre bras. Franchement, j'aime bien, c'est une bonne carte, je l'aime beaucoup. Arracher un trophée, lorsqu'une action d'attaque de ce combattant met hors de combat un combattant ennemi adjacent, gagnez un point de gloire supplémentaire. Par contre, c'est ce combattant qui doit le mettre hors de combat. Et le problème, c'est que Krakmao, vous voyez, il a une attaque qui porte à 2, donc on ne peut pas le cacher, il faut qu'il aille au combat. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu anti-combo avec sa portée de 2. Et par contre, après, bien sûr, on a envie de manger des points de victoire en plus, on a envie que lui achève un personnage et gagne une pastille. Donc, après, c'est des cartes, vous voyez, vous la gardez dans votre main et vous la jouez vraiment au bon moment quand vous savez que vous avez l'opportunité. Vous Krakmao, si vous savez qu'il ne va pas pouvoir achever un personnage, vous le laissez hors de portée, il ne fera pas 2. Et puis après, quand vous dites, tiens, ce coup-ci, je vais pouvoir y aller, et bien du coup, vous jouez cette carte-là, vous avancez au contact, et puis là, du coup, vous essayez de... C'est quand même dommage qu'il n'y ait pas portée 1 ou 2, hein, mais voilà. Sinon, c'est une bonne carte, évidemment, parce que vous allez doubler le point de victoire gagné. Alors, motivation adéquate, plus 1 dégât aux actions d'attaque de portée 1 ou 2 de ce combattant. Très bonne carte. Voilà, ça c'est le genre de cartes qui sont souvent auto-inclus de quoi qu'il arrive, quel que soit le deck. Et maintenant, on va passer aux cartes génériques. Alors là aussi, je vais commencer avec les cartes d'objectifs. Donc, marquez ceci à une phase de fin si tous les objectifs sont tenus par vous ou par l'adversaire. Donc, ça peut être pas mal, parce que c'est quand même 3 pastilles. 3 pastilles, ça fait plaisir. Après, il faut penser aussi que maintenant, dans Beastgrave, il y a la possibilité de retourner des objectifs, et donc du coup, de les faire disparaître. Et du coup, cumulé à cette capacité, s'il reste que 2 objectifs, ça peut être beaucoup plus simple, justement, de marquer cette carte. Donc, je pense que c'est un choix qui doit être réfléchi, mais c'est pas une carte à écarter. Alors, double, marquez ceci à une phase de fin si votre bande tient au moins 3 objectifs et votre bande tenait au moins 3 objectifs au début du round. Donc, c'est-à-dire que c'est une carte qui va pouvoir être marquée, évidemment, pas au round numéro 1, donc ça va être que 2 ou 3. Plus facilement encore, j'allais dire au 3, mais après ça dépend aussi parce que votre bande est faible. Donc, bien sûr, l'adversaire, si vous avez vu marquer des cartes, peut-être qu'il va avoir envie de vous chasser, de vous faire une petite poussette. Donc par contre,
Évidemment, le gain est très grand, 4 pastilles, mais elle me paraît assez difficile quand même à réaliser. Alors, instantané, marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque réussie d'un combattant ami qui cible un combattant ayant une caractéristique défense de 2 ou plus. Il y en a de plus en plus. Maintenant, on va pouvoir tomber contre des bandes qui n'en ont pas du tout, donc ça va être une carte morte. À voir. Si vraiment vous cherchez à faire de l'instantané, à faire un deck full instantané, je pense que ça peut être joué, parce qu'il y a quand même de plus en plus de cartes avec 2 de défense, mais voilà, c'est un petit peu dur à juger. Alors double, marquez ceci à une phase de fin, si au moins un combattant ennemi a été mis hors de combat à la phase précédente, et votre bande tient au moins 2 objectifs. Vous voyez, ça se marie très bien avec le paquet justement des ghouls, parce que vous avez justement cette double optique de essayer de marquer des points avec le mise hors de combat, et puis aussi aller chercher un petit peu les objectifs. Il n'y a pas de restriction sur l'endroit où sont les objectifs, donc je pense que c'est une carte qui peut être jouée, parce que 2 points c'est quand même pas mal. Mêlée instantanée, donc marquez ceci immédiatement après une activation si au moins 4 combattants sur le champ de bataille forment un groupe où chaque combattant est adjacent à au moins un autre combattant de ce groupe. Et ça combote extrêmement bien justement, encore une fois avec le sombre guet, donc même si c'est une carte neutre, je pense qu'il faut la jouer parce que c'est de l'instantané, on a vu que ça combotait bien avec les cartes d'objectifs, et on a vu aussi que les ghouls elles avaient tendance à se rassembler, donc très bonne carte. Conquête rapide, instantanée et double. Donc marquez ceci immédiatement après une activation si votre bande tient au moins un objectif en territoire ami et si votre bande tient au moins un objectif en territoire ennemi. Vous voyez là encore une fois, on est sur quelque chose qui peut être réalisé parce que c'est directement immédiatement. Ça veut dire que vous êtes, vous vous déployez, vous prenez un objectif chez vous, voilà, très bien. Après vous allez bouger chez l'adversaire, paf, vous marquez la carte en immédiat. Donc voilà. Encore une fois, je pense que c'est une bonne carte. Instantané encore, vous voyez, beaucoup de cartes instantanées. On va finir par faire tourner tous les objectifs. Je pense que c'est facile. On est vraiment sur quelque chose d'un peu plus sympa. Et c'est vrai que du coup, plus il y en a, moins ça rend attrayant les cartes qui ne sont pas instantanées. Alors marquez ceci immédiatement après l'action d'attaque d'un chasseur ami qui met un leader ennemi ou une proie ennemie hors de combat. Et comme on a vu qu'on pouvait rendre tous les personnages ennemis proie, bon voilà, ça peut être une carte qui peut être jouée. Après, on peut la jouer tout simplement parce que vous avez tué le leader, donc c'est encore un petit bonus, donc pourquoi pas. Et puis après, il peut y avoir des proies naturelles chez les... Alors, est-ce que j'en ai vu ou pas? Non, peut-être pas, mais avec des améliorations, il y a des personnages qui peuvent devenir proies de par l'action de l'adversaire. Alors la grande chasse hybride, marquez ceci à une phase de fin si au moins un chasseur ami a au moins 3 améliorations ou 3 chasseurs amis ont chacun au moins une amélioration. Ça me paraît compliqué, parce que les améliorations, il faut les piocher déjà, il faut avoir les points de victoire pour les mettre, 3 sur 1, il faut qu'ils soient encore en vie, voilà, ça c'est une des cartes qui ne m'emballe pas. Jusqu'à la fin, marquez ceci à une phase de fin, s'il n'y a plus de cartes dans votre pile de pouvoir, voilà. Donc ça justement, si vous avez vraiment fait avancer votre deck, voilà, pourquoi pas. Carte de rush, avec 2 points de victoire en plus. Alors, ensuite, vêtu d'ombre, choisissez un combattant jusqu'à la fin de la prochaine activation, il est une proie, donc c'est négatif. Les joueurs ne peuvent pas le choisir quand une manœuvre est jouée et on ne peut pas lui infliger de dégâts à cause d'une manœuvre. Alors, que à cause d'une manœuvre c'est pour rendre un combattant inciblable à une manœuvre, plutôt. Voilà, je sais pas quoi en penser, ça me paraît un petit peu trop tricky, c'est pas forcément ce que je vais jouer. Fuite désespérée, choisissez un combattant ami, effectuez une déviation 4 depuis sa case, poussez-le de 3 cases le long de la chaîne. Si une case où il devait être poussé est bloquée ou occupée, ne le poussez pas plus loin. Donc pourquoi 4? C'est parce que du coup ça vous donne en fait plus de modulabilité. Vous lancez 4 dés et en fait vous faites qu'un déplacement de 3 sur la chaîne, donc ça veut dire que ça va vraiment fiabiliser un petit peu votre déplacement, donc franchement c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal, parce que c'est une poussette à 3, c'est quand même pas mal. Alors il y a une part d'aléatoire, mais vous lancez 4 dés, ça compense un petit peu, franchement j'aime bien. Épuisé, jouez ceci uniquement après une étape de pouvoir qui suit votre activation. À la fin de la prochaine activation, choisissez un combattant ennemi ayant effectué au moins 2 actions à cette activation, infligez 1 dégât au combattant choisi. Ça veut dire que vous dites à l'adversaire, lors de ton tour, si un de tes personnages qui fait 2 actions, il va prendre un petit point de dégâts. Donc c'est une carte assez dissuasive qui peut orienter un petit peu le jeu de l'adversaire. S'il a une bande avec 3 combattants, c'est la fête. S'il a une bande assez nombreuse, ça peut l'obliger à faire à sous-jouer en fait, c'est-à-dire qu'à faire un play qui n'est pas forcément très optimal. Donc pourquoi pas, c'est une carte intéressante. Décret du destin, réaction, jouez ceci après qu'un adversaire effectue un jet conformément à une manœuvre ou une amélioration, sauf dans le cadre d'une action d'attaque.
avant de résoudre les effets du jet, l'adversaire doit relancer le jet. Donc c'est-à-dire par exemple s'il doit lancer pour savoir si un personnage se transforme, si du coup il va virer un objectif ou quoi que ce soit, voilà, il peut rechanger. Honnêtement c'est tellement situationnel que je vous conseille pas de la jouer forcément tout de suite. Cherchez frénétiquement. Alors jouez ceci uniquement si votre bande tient au moins un objectif. Défaussez une carte de pouvoir, si vous le faites, piochez jusqu'à 3 cartes de pouvoir. Alors comment ça fonctionne? Déjà il y a une petite restriction, il faut tenir un objectif. Un petit peu dommage. Ensuite, vous allez défausser une carte de pouvoir, donc en plus de celle-ci, et vous allez piocher jusqu'à 3 cartes. Évidemment, le but c'est de piocher 3 cartes pour faire tourner son deck. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous utilisez une carte plus une autre carte qui du coup doit être mauvaise, mais c'est une contrepartie, donc vous défaussez 2 cartes pour en repiocher 3. Donc ça c'est vraiment si vous avez une carte essentielle à aller chercher, et c'est ce qu'on appelle les tuteurs en fait. Bon, après c'est un tuteur qui n'est pas très efficace, c'est plutôt un moteur de pioche pour vraiment aller meuler votre deck, pour peut-être aller justement chercher la fin de votre pioche de pouvoir, pour marquer après les points d'objectif. Donc on va voir, c'est en rapport avec les gobs sur loup, donc on va voir est-ce que du coup eux vont avoir un style de jeu comme ça vraiment porté sur les objectifs, aller chercher un petit peu comme ça les cartes. Bon, à voir. Pour l'instant, je la jouerai pas forcément, mais parce que je pars du principe que toutes vos cartes sont bonnes. Donc si vous jouez une carte qui est faite pour défausser une carte borne, pour en piocher une autre, enfin celle-ci elle-même, elle n'a pas d'utilité en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc puis en plus il y a la contrainte, il faut être sur un objectif. Ça peut pas être fait au début, donc ça peut pas vous permettre de rentabiliser entre guillemets une mauvaise main suite à un mulligan, donc bon, voilà, pas trop fan. Fléchette de démence, choisissez un combattant ennemi adjacent à au moins un combattant ami. Le combattant ennemi choisit une caractéristique d'action d'attaque qui place en épée à la place de celle imprimée sur sa carte. Cet effet persiste jusqu'à ce que ce combattant soit mis hors de combat. Donc pourquoi pas, si vous avez un gros combattant en face avec ses gros marteaux, bah, vous arrivez, vous lui mettez des épées. C'est un petit peu handicapant, vous enlevez une face sur chaque dé, après c'est un petit peu, je sais pas trop quoi en penser, ça peut être bien vraiment, alors évidemment si vous jouez contre des bandes avec vraiment un gros combattant super stuffé, pourquoi pas, mais sinon, voilà, c'est pas forcément une carte qui m'attire. Glissement de terrain, alors, manœuvre de sort, 2 fois la focalisation. Si ce sort est lancé, jetez un dé de magie pour chaque pion d'élément sur le même territoire de joueur que le lanceur, et pour chaque canalisation, retournez ce pion. Si le lanceur n'est sur le territoire de personne, ce sort échoue. Donc une petite contrainte, il faut choisir en fait l'endroit où vous êtes, mais vous pouvez justement par ce biais retourner les pions d'objectif, parce que c'est justement un élément. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut retourner un petit peu les éléments. Ça peut être intéressant, je sais pas. Après, elle est assez dure à lancer, quand même, mine de rien. Parce que, naturellement, si vous avez déjà qu'un dé de pouvoir, c'est fini. Il en faut 2, il faut rajouter de l'inné. C'est un peu compliqué. Après, il faut être dans le bon territoire. Ça veut dire que votre sorcier, il a dû bouger, en fait, dans le territoire où vous avez envie de retourner les pions. Après, vous avez une chance sur 2. Il y a beaucoup de si, mais... Après, en la récupérant, pourquoi pas. Après, ce qui est assez amusant, c'est qu'au final, comme on le retourne, on peut aussi transformer un objectif qui s'est transformé en case fatale, le refaire venir à son état d'origine. Voilà. Donc ça, il ne faut pas le perdre de vue. C'est pareil, je pense que c'est une carte qui aura du potentiel plus tard, mais qui, pour l'instant, est assez compliquée à utiliser. Trophée insaisissable, désignez un pion objectif et déplacez-le 2 fois sur une case adjacente. Vous ne pouvez pas le déplacer sur une case fatale ou une case qui contient un pion élément. Ça, je trouve ça très fun, parce que déjà, au lieu de pousser l'adversaire qui est sur un objectif, vous allez rapprocher l'objectif et peut-être même justement le transférer sur votre case si vous êtes à côté. Donc franchement, très bonne carte pour faire des blagues. Proie immobile, la première action d'attaque effectuée par un combattant ami à la prochaine activation a plus un dé et inévitable, si la cible n'a pas de pion mouvement ou charge. C'est pas mal, ça peut cibler un bon combattant, c'est pas mal. Je pense que c'est une carte qui a du potentiel. Alors, hache d'embrivoire. Alors, 2 possibilités, soit vous la lancez à 3, 2 marteaux pour 1 dommage, et après que ce combattant effectue cette action d'attaque, défaussez cette carte évidemment. Ou autre capacité qui me paraît assez intéressante, donc là 2 marteaux pour 2 dommages, déjà ça envoie bien, et si cette action d'attaque met un combattant ennemi hors de combat, défaussez cette carte et gagnez 1 point de gloire supplémentaire. Je trouve que c'est pas mal, il faut bien la placer, et en fait,
il y a uniquement si vous mettez le combattant hors de combat que vous défaussez la carte. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir frapper longtemps, et le jour où il vient hors de combat, en plus vous re-rentabilisez cette carte en gagnant un point de victoire. Donc honnêtement, bonne carte, j'irai pas jusqu'à peut-être très bonne carte, mais une carte qu'on a envie de jouer. Alors la voleuse de sang, réaction, donc 1, 2, 2, voilà. Réaction, après cette action d'attaque, si elle a réussi, soin 2 pour son combattant, puis défausser cette carte. Alors c'est dommage qu'il faille défausser la carte, mais ça va vous permettre de vous soigner aussi, donc c'est une bonne petite carte d'amélioration pour envoyer un petit peu plus, surtout les personnages qui ont 2 épées, 1 dommage, là vous passez à 2 marteaux, 2 dommages, ça commence à causer un peu plus, et puis vous avez cette capacité, soin 2 c'est quand même pas mal, hein. Donc bien sûr on a envie de le mettre sur un gros, sur là, le duc en l'occurrence, mais il y a aussi beaucoup d'autres combattants, hein, c'est neutre, donc une carte de soin c'est plutôt pas mal. Et il suffit que l'attaque réussisse, il ne faut pas forcément mettre le combattant hors de combat. Alors, réflexe de chasseur, là c'est aussi une amélioration évidemment. Ce combattant est un chasseur, donc voilà, vous avez gagné le trait. Et réaction, utilisez ceci après l'activation d'un combattant ennemi. Si c'est une proie, poussez ce combattant d'une case en le rapprochant du combattant ennemi. C'est assez tricky. À vous de voir en fonction de la construction de votre deck, si vous avez besoin justement comme ça un petit peu de mouvement. Alors ça c'est assez intéressant, j'aime bien cette carte là, Chrysalance. Donc les caractéristiques D et dégâts de cette action d'attaque sont égales au numéro de round en cours. Donc c'est-à-dire tour 1 vous avez 2, 1, 1, tour 3 vous avez 2, 3, 3. Et là ça rigole pas. Et comme en plus on peut le mettre, voilà encore je reviens sur le sombre game et sur un personnage qui peut revenir, du coup c'est une arme qui va pas être perdue, donc je pense que c'est une bonne arme, parce que même après, bon, évidemment, au tour 1, c'est pas la plus sexy. Par contre, au tour 2, et c'est en général là où on va jouer plus facilement les cartes d'amélioration, parce que justement on a les points de victoire, c'est une bonne carte. En plus, 2 de portée. Donc non, je pense que c'est une très bonne carte, je vais le dire. Allez, je le dis. Ensuite, myriade de pattes de Mazig, action de sort. S'il est lancé, choisissez un autre combattant ami à 2 cases au moins du lanceur. Poussez le combattant choisi de jusqu'à 2 cases. C'est une amélioration, donc ça peut être fait plus souvent, ça peut vous rajouter une action de sort assez facile si vous voulez scorer des objectifs qui sont basés sur la réalisation de nombre de sorts. Après, bon voilà, je suis pas forcément emballé, ça va dépendre de votre style de jeu. Voilà. Créature symbiotique, réaction. Après l'activation de ce combattant, et sauf s'il a effectué au moins une action d'attaque, à cette activation, soin 1 pour ce combattant. Donc ça veut dire que dès que vous bougez un combattant, en gros il va se soigner. Donc ça peut être vraiment intéressant. Parce que vous le bougez, tac, il va se soigner. Alors, faut pas faire d'attaque, mais même si vous avez fait une attaque, après, sur le coup d'après, si par exemple vous avez la capacité, je sais pas, de vous activer pour effectuer une action avec votre carte, et du coup, voilà, vous allez faire soin. Donc, je pense que c'est très intéressant. Bien sûr, hein, sur la bande homologue, c'est top. Même si lui va quand même faire plutôt des actions, donc bon, à voir quand même. Alors, peau de pierre, -1 en mouvement. Ce combattant est une proie. Si ce combattant est une proie, il ne peut pas être poussé. Donc ça, c'est vraiment une carte. Vous voulez camper sur un objectif à un endroit donné et vous voulez pas qu'on vous embête. Je suis pas ultra fan. Faut voir, parce que le -1 en mouvement, après, c'est vrai que si vous voulez camper sur un objectif, c'est vraiment pas un inconvénient. Le côté proie, c'est pas encore trop un inconvénient pour l'instant, je rappelle. Et après, il peut pas être poussé. Bon, pourquoi pas, à voir. Instinct de survie, ce combattant est une proie. Si ce combattant est une proie, il est en garde. Là, tout de suite, c'est assez intéressant parce qu'il n'y a pas de limitation. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire des actions, mais vous avez la garde automatique. Donc, vous avez un petit inconvénient qui, pour l'instant, n'est pas encore fait. Là, par contre, je pense que c'est une carte qui va suivre le chemin inverse. C'est-à-dire que dans les débuts, ça va être assez fort parce qu'il n'y aura pas beaucoup de bénéfices pour le fait d'être une proie, enfin pour l'adversaire. Par contre, plus il va y avoir d'effets, justement, qui vont cibler les proies, moins cette carte va être intéressante. Mais être en garde automatique, c'est plutôt sympa. Et en plus, ce qui est assez intéressant, c'est que il est en garde. Ça vous dit pas, mettez un pion garde. Ce qui veut dire que quoi qu'il arrive, même si vous faites une charge, à moins qu'il y ait une erreur de traduction, du coup, vous avez gardé cette capacité, donc, parce que le pion de garde, vous le perdez quand vous faites justement une charge. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que quand vous êtes en garde, vous n'êtes pas repoussé. On ne peut pas vous repousser. Donc, avec les nouvelles rêves de Bisgrave, je trouve que c'est une carte vraiment très très intéressante. Par rapport à ces deux cartes-là, vous voyez que si on les compare, je trouve que celle-ci est carrément meilleure. Parce que, d'ailleurs, plus j'ai réfléchi, plus je me dis, mais presque quel est l'intérêt de celle-ci. Ce combattant est une proie, il ne peut pas être poussé. Ce combattant est une proie, il est en garde. Ouais. Parce que la garde, en fait, on ne peut pas non plus le pousser, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, j'avoue que je comprends un peu moins du coup l'intérêt. Peut-être vraiment, si c'est ça, peut-être rajouter une autre possibilité pour ne pas être repoussé.
Et enfin, on termine avec une petite carte qui, ma foi, n'est pas la plus mauvaise. Ceinture à trophée, donc c'est réservé à un chasseur. Gagner un point de gloire, dépenser. Donc, alors, un point de gloire dépensé, ça veut dire que vous le prenez sur son côté grisé, donc vous ne pourrez pas l'utiliser pour rejouer des améliorations, mais c'est quand même un point de victoire. Lorsqu'une action d'attaque de ce combattant met hors de combat un combattant ennemi adjacent, à la place, gagner un point de gloire, donc non dépensé, si la cible est une proie. Donc voilà, très bonne carte, parce que le chasseur, du coup, il y a plusieurs combattants qui vont être chasseurs. Ça veut dire que dès que vous allez achever un personnage, vous gagnez un petit point de victoire en plus. Voilà, une bonne carte. Alors en conclusion, je trouve que c'est vraiment une bonne bande. Alors pourquoi? Déjà, moi personnellement, parce qu'on est sur des ghouls et que les ghouls vont très bien se marier avec la bande que je suis en train d'essayer, enfin que j'ai pour projet de monter pour Warcry. Donc Warcry, excellent jeu aussi. Donc du coup voilà, c'est très raccord, donc très très bien. Après, c'est une bande qui est très intéressante parce qu'elle a un style de jeu qui est assez polyvalent, c'est-à-dire que vous allez faire de la poutre et vous allez aussi chercher à aller prendre des objectifs dans le camp d'adversaire. Donc c'est pour moi un style de jeu qui me convient mieux, qui est moins passif que de rester en défense et puis simplement de jouer des cartes défensives. Moi je préfère comme ça jouer un petit peu des petites farces. En plus il y a quelques petites cartes pour enlever les objectifs, etc. Donc c'est plutôt, ça me ressemble bien, c'est pas mal. Et puis après, quand vous jouez en saison Beastgrave, automatiquement vous avez perdu quand même beaucoup de cartes, donc il faut refaire ses decks. Et là on a quand même pas mal de cartes neutres qui sont assez intéressantes. On n'a pas beaucoup de cartes qui sont complètement useless, surtout avec toutes les cartes qu'on a perdues. Donc je pense que c'est un achat qui peut complètement justifier. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine. Hein. Je serai en live aussi un mercredi sur deux, donc pensez-y. Si vous aimez encore une fois mon travail, je vous invite à aller visiter Tipeee, même si c'est pour donner qu'1 €, il ne faut surtout pas s'excuser de donner juste 1 €. Au contraire, ça me permet vraiment de soutenir mon travail sur la chaîne et mon projet. Je vous invite aussi à aller voir les vidéos qui en parlent. Et puis, pensez aussi au petit like, ça compensera tous les méchants pouces négatifs. Et puis, je sais pas quoi dire, hormis jouer à Warhammer Underworld ou à Warcry, parce que vous avez des figurines aussi qui se prêtent très bien au jeu.